Bonjour tout le monde, ici Francis Paquin et bienvenue au Balado Box Le Compte de 8. Cette semaine à l'émission, une courte soirée de travail pour Yukembayev. Ulysse brise enfin le silence et de la boxe à Miami en marge du Super Bowl. Et c'est avec plaisir que j'accueille Monsieur Adrien Meur. Salut Francis. Adrien, premier événement de l'année en sol québécois, un gala de la série L'Antre du Tigre qui était présenté par Eye of the Tiger Management qui mettait en vedette Batir Yukembayev, qui n'a pas affronté l'adversaire qui avait été initialement prévu, se retrouve avec Ricardo Lara qui, lui, devait affronter Steve Claggett qui avait dû déclarer forfait en raison d'une blessure. Et je sais qu'il ne faut pas faire de règle de 3 à la boxe, mais Lara, on l'avait déjà vu se faire battre avant la limite par Mathieu Germain. J'ai énormément de respect pour la carrière de Mathieu Germain, mais il n'est pas reconnu pour être un boxeur qui, disons, remporte ses combats de façon expéditive. Donc, je me disais, oh là là, ça sera pas long. Et effectivement, ça n'a même pas pris 2 rounds complets que le combat était terminé. Yukembayev, quand il y a la pleine confiance, sait que l'adversaire devant lui n'est pas du niveau, là, il prend pas le temps là, trop pour les politesses. C'est bing bang puis c'est terminé. Oui, quand il respecte pas la force de frappe, quand il respecte pas la technique de l'adversaire, il sait qu'il peut passer à travers ses coups. Et ben, il va pas prendre... Pourquoi prendre 10 rounds quand tu peux en prendre 2, hein? Et lui, il en a pris 2. Et bon, on s'y attendait. On s'attendait à ce que ça soit court. Ça l'a été. C'est ce qu'il faut faire dans ce genre de combat où il a déjà eu des adversaires de meilleure qualité. Miguel Vasquez, par exemple, qui était un boxeur avec beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de talent pur, même s'il est en fin de carrière. Donc là, on savait qu'il avait déjà battu des adversaires meilleurs que Lara, qu'il était nettement supérieur. Donc, faut pas laisser traîner dans ce genre de situation parce qu'après, ça peut, dans ce genre de combat-là, si tu laisses un petit peu traîner puis que tu l'emportes tard dans le combat sans vraiment briller, les gens vont dire il a du mal à battre un boxeur de cette qualité-là. Alors que Yukembayev, on connaît son talent, il est bien meilleur qu'un boxeur comme Lara, donc il faut qu'il passe à travers relativement facilement, et c'est ce qu'il a fait. Ce qui était intéressant, c'est savoir un peu la suite des choses. Là, on comprenait que c'est un combat, on garde la forme et il faut bien se battre quelques fois dans l'année, protéger ses positions dans les différents classements, parce que Yukembayev est notamment classé à l'IBF et au WBC. Et c'est quoi la suite? La suite, c'est peut-être un combat aux États-Unis, peut-être une entente comme Butler, Ulysse, Bazignan et David Lemieux ont en copromotion. Pas nécessairement avec Golden Boy, ça c'est la chose intéressante. On est libre comme l'air, on peut se diriger du côté de Top Rank si on veut, parce que l'adversaire qu'on vise, on veut un combat de championnat du monde en 2020. Je te laisse deviner, je pense que tu as une idée du nom. Monsieur Ramirez lui-même, là, qui était censé affronter Postol dans un combat en Chine. Malheureusement, ça a été annulé en raison du coronavirus. D'ailleurs, plein d'événements sportifs qui ont été annulés, que ce soit les qualifications de boxe olympique. Là, tout récemment, avant d'entrer en onde, c'était les mondiaux d'athlétisme en salle. C'est une bonne chose qu'ils annulent parce que c'est un virus qu'on ne connaît pas bien. Enfin, bon. On ne va pas rentrer dans les détails. On imagine par contre que Ramirez va se battre contre Postol peut-être un peu plus tard, au mois de février, au mois de mars, ailleurs, possiblement aux États-Unis. Mais reste une chose, c'est que avant d'en arriver là, la marche est quand même haute entre Ricardo Lara et José Carlos Ramirez. Il va sûrement y avoir un autre combat, une marche intermédiaire. À tout le moins pour se faire connaître du public américain, parce que si on débarque là comme ça sur ESPN... Les gens vont dire, dire ça sort d'où, là, donc généralement... Quoique les boxeurs de l'Est, d'Europe de l'Est, de l'ancienne URSS, ils peuvent un petit peu arriver comme ça de nulle part parce qu'on se dit, OK, ils ont déjà fait leur début de carrière là-bas. Yukembayev n'a pas nécessairement un palmarès amateur là, qui est flamboyant, comme on a vu récemment. Donc, non, c'est l'idéal de se faire connaître. Et pour lui, par contre, à 140 livres, il y a beaucoup de champions de qualité. Peut-être Maurice Hooker qui va d'ailleurs redescendre à 140 livres. Ça fait du monde à affronter, mais ça fait aussi des beaux combats en perspective et des bonnes bourses parce que c'est des boxeurs qui sont déjà établis. Ramirez qui est champion unifié. Il y a aussi Régis Prograis qui a perdu Josh Taylor aussi finale. Qui a signé en copromotion avec Top Rank dans le but d'affronter Ramirez dans un méga combat d'unification. 2 ceintures de chaque côté, 2 champions unifiés qui s'affronteraient, ça serait vraiment incroyable. Mais même ceux qui ne sont pas champions comme Prograis, c'est des boxeurs qui ont une grosse cote d'amour aux États-Unis, un gros following, donc ça serait des combats aussi intéressants
niveau financier pour Djoukembaev, niveau sportif également, parce que c'est tout un boxeur. Une victoire, ça serait particulièrement significatif. Exactement. Donc l'avenir s'annonce beau pour Djoukembaev. En tout cas, il y a beaucoup de portes qui devraient s'ouvrir devant lui. Les boxeurs d'Eye of the Tiger ont majoritairement tous gagné. Il y en a, à l'exception d'un, Clovis Drolet. C'était le combat que tous les amateurs avaient surligné là, au crayon marqueur parce qu'il affrontait un boxeur de Ponda Kalunga, qui est un auteur, compositeur, interprète. Ouais, j'ai vu ça. Que vous pouvez suivre sur Spotify notamment. Plusieurs casquettes, plusieurs talents chez ce jeune homme. Et par contre, son talent de boxe, on a pu le voir aussi parce que c'était tout un combat. C'était le combat de la soirée. Oui, une défaite par décision partagée de Clovis Drolet qui a été au plancher à 2 reprises, au 3e et 4e round, à la suite du même coup, une droite. Et dans un combat de 8 rounds, 2 chutes au plancher, c'est rare que ça pardonne. Ça veut dire qu'il faut gagner les 6 autres rounds. Ça n'a malheureusement pas été le cas pour lui. On a senti par contre en fin de combat à un certain moment qu'il était capable de prendre le dessus. C'est bien remis de ces 2 chutes au plancher. Il a dit que ce sont des choses qui arrivent dans la boxe. Ça avait déjà un peu déterminé quelle avait été son erreur. L'ancien a expliqué un jab peut-être un peu trop mou. Et son adversaire avait bien passé par-dessus. Et une question de timing. Oui, timing. Et c'est aussi le fait de rester concentré tout au long du combat parce qu'au début, son jab revenait bien. Et avec la fatigue, le jab revient plus bas et on se fait contrer. Mais c'est un apprentissage aussi. On rencontre des cogneurs dans sa carrière et maintenant, il sait ce que c'est d'aller au tapis, de se relever et de terminer le combat. Malheureusement pour lui, il ne l'a pas emporté, mais il a quand même offert une belle prestation après ses chutes au tapis. Il a bien réagi, je trouve, et malgré la défaite, je pense que c'est une... Il y a on dit toujours il y a des choses positives à tirer d'une défaite. C'est un peu l'expression bateau, mais dans son cas, il s'est pas liquéfié après les chutes au tapis. Il y en a quand ils tombent, ils rentrent dans une coquille et ils font que se défendre. La première fois, c'est relevé un peu trop vite. Ouais. On avait l'impression qu'il y avait encore, comme François Duguay aime le dire, les 2 pieds bien dans la chaloupe. Ça vivotait de part et d'autre, là. Mais ça, c'est l'expérience. Quand tu t'es déjà relevé une fois et que tu vois que les pieds sont pas stables, tu prends ton 8 secondes et tu te relèves au compte de 8. Donc, c'est une question d'être déjà passé par là ou pas. Maintenant, il est déjà passé par là, donc la prochaine fois, si ça lui arrive, il saura comment réagir. Mais j'ai bien aimé, malgré la défaite et malgré les erreurs qu'il a pu faire dans ce combat-là, j'ai bien aimé sa réaction, le côté mental du combat, si tu veux, qu'il est resté dedans et il a continué à essayer de gagner, de faire ce qu'il fallait pour remporter les rounds suivants et essayer d'arracher une décision. Ça n'a pas été le cas, mais la réaction a été la bonne. Parce que son adversaire avait beau jeu, on l'a vu notamment au 8e et dernier round, a beaucoup couru, s'est sauvé, mais Drolet avait continuellement était vers l'avant. D'ailleurs, on a expliqué qu'on a changé, on n'avait pas le choix de changer le plan de match en cours de route, appliquer énormément de pression parce qu'on avait gagné les 2 premiers rounds derrière le jab en étudiant bien l'adversaire. Malheureusement, là, ce sont des choses qui arrivent, des fois on se fait surprendre et là la chaîne a débarqué. Et contre un cogneur, ça ne pardonne pas et il n'avait pas encore récupéré de cette première chute au tapis quand il a été envoyé une 2e fois. Et comme tu dis, ça fait déjà un gros trou à combler. 2 points en moins quand c'est un 8 rounds. C'est très très compliqué de remporter le combat dans ces conditions. Et c'est important dans le cheminement d'un boxeur parce qu'on disait un peu avant le combat, c'est un genre d'affrontement qu'on doit absolument remporter. Là, on subit un écueil, une défaite quand même importante à sa fiche, mais contre un boxeur à saveur locale. Et ça m'amène vers Thomas Chabot. On a vu, c'était son premier combat professionnel, mais des fois, il ne faut pas trop tenir, retenir trop d'informations, se faire une trop grande idée de ces premiers combats professionnels-là. On aurait pu amener des Mexicains et des boxeurs peut-être de moindre talent pour Drolet. Là, on lui amène un adversaire qui venait de l'Ontario, qui n'avait pas nécessairement une fiche à tout casser, mais on a vu la différence de calibre, la différence de volonté. N'était pas là du tout pour faire de la figuration parce que des fois, on ne sait jamais. Il y a des adversaires qu'on se dit « Oh, ça va être intéressant, il va nous offrir quelque chose de plus » parce qu'on a vu dans des combats précédents dans sa carrière, on connaît ce boxeur-là, fait la limite et là, il arrive ici et wow, il s'effondre lamentablement, respecte pas le poids, pas l'air en forme. Donc, il y a souvent avec des boxeurs qui ne sont pas forcément des boxeurs de l'élite, il y a souvent des problèmes, souvent non, mais ça peut arriver qu'il y ait des problèmes de motivation
de préparation parce que tu n'es pas dans les meilleures conditions. Peut-être qu'ils ont un travail à côté, peut-être qu'il y a beaucoup plus de facteurs qui peuvent impacter leur performance sur le ring. Et dans ce cas-là, ça n'a pas été le cas pour Kalunga. Mais quand on voit des boxeurs, des jeunes boxeurs avec des fiches comme ça, eh ben, tu peux te dire, ok, tu peux juger la qualité du boxeur sur sa fiche, mais ça dépend des opportunités qu'il a eues, du soutien qu'il a au niveau de la promotion, au niveau de tout l'équipement, des spécialistes qui sont derrière lui. Parfois, la fiche ne représente pas du tout la qualité du boxeur. Tu peux avoir un boxeur invaincu en 25 combats qui est nettement moins bon qu'un boxeur qui a 2-3 défaites en 10 combats. Et là, c'était visiblement le cas avec Kalunga. Il a offert une belle performance. Ça a été vraiment un combat plaisant. Et si il y a une revanche, je pense qu'il n'y a personne qui se Oui, parce que les plaindra. deux parties semblaient très intéressées à remettre ça une deuxième fois. Oui, et je pense que ça va se passer. Ça a déjà, le fait que le premier combat ait été très bon, ça crée un intérêt pour voir le deuxième combat. Ceux qui ont vu le premier, quand ils vont voir le deuxième combat sur une carte, ils vont dire ok, ça va être intéressant et on veut le voir. J'ai mentionné un peu plus tôt, je suivais avec énormément d'intérêt les débuts de Taman Chabot, 4 fois champion canadien. Il n'a jamais été chez les seniors, donc un peu comme Mathieu Germain avait été champion notamment chez les juniors, seulement 20 ans. Son adversaire, j'ai vu notamment Renan Saint-Just sur les médias sociaux qui disait un peu une honte, là, son adversaire. J'avoue qu'il n'a pas offert une grande opposition, mais en même temps, c'est intéressant d'entendre les commentaires du jeune homme de Telford Mines dire j'avais de la nervosité avant d'embarquer sur le ring. Et là, aussitôt que j'ai commencé à lancer des coups, j'étais dans mon élément, ce que j'aime faire, ce que je connais. Et là, j'ai retrouvé ma confiance. Il a fait qu'une bouchée de son adversaire, mais c'est un des beaux espoirs de la boxe amateur québécoise à surveiller. Donc, on a déjà hâte pour la suite là, des choses dans son cas. Oui, et c'est normal que pour un premier combat pro, pour un boxeur aussi jeune, t'es pas une opposition qui te mette en danger. C'est normal. Tu veux que le jeune arrive et se découvre un petit peu son nouvel environnement professionnel, qui monte sur le ring pour une première fois, qui sache que c'est de passer à travers la foule, d'avoir l'annonceur maison qui annonce ton nom. Tout ce qui entoure le combat, c'est plutôt ça qui est important. Le fait d'avoir un camp d'entraînement, d'être dans le vestiaire avant le combat, de voir d'autres qui passent avant toi, de savoir qu'il y en a d'autres qui s'entraînent, pas qui s'entraînent, mais qui s'échauffent pour passer après toi, de vraiment vivre une soirée de boxe en tant que boxeur professionnel. C'est ça qui est important pour un premier combat, pour un jeune comme ça qui passe des amateurs aux pros, et pas forcément l'adversaire. C'est anecdotique parce que il est là pour qu'on le batte, pour remporter une première victoire. C'est pas un gars qui est là pour te poser des problèmes pour un premier combat professionnel. On parlait un peu de la semaine dernière, la présence d'Adam Djika sur la carte d'Eye of the Tiger. On comprenait un peu, on lui avait offert une chance à 2 semaines d'avis, il remporte son combat et là, il semble qu'on va lui proposer un contrat de 2 ans avec l'organisation. Donc, il y avait une petite mission à accomplir et dans son cas, ça a été un combat quand même assez intéressant. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à améliorer. Un ancien combattant d'arts martiaux mixtes, donc c'est évident que la transition est difficile. On se souvient, Yoni Sherbatov nous avait dit à quel point c'était difficile de passer des arts martiaux mixtes à la boxe. Par contre, Djika, c'est toujours, je pense que dans sa carrière de combattant, il était un athlète intéressant à voir aller dans l'octogone. Là, c'est la même chose dans le ring maintenant. Oui, c'est un gars qui cherche pas à se cacher. Il va vers l'avant et il cherche le knockout et c'est ce que les amateurs veulent voir. Et je pense que c'est pas le genre de mentalité qui va offrir des combats trop prudents. De temps en temps, ça va toujours être des combats plein d'agressivité et avec beaucoup d'action. Donc, il a aussi un bon following qui le suit depuis sa carrière d'arts martiaux mixtes. Donc, je pense que c'est un bon investissement de la part d'Eye of the Tiger. Et tu me permettras de souligner la victoire de Jordan Balmire. Lui était de retour dans l'arène après 15 mois d'absence. Je vous invite à lire le texte que j'ai écrit sur rds.ca dans le cadre de la journée Belle Cause. Jordan Balmire a accepté de se confier sur un peu sa très longue traversée du désert après sa défaite contre Steven Butler. Mais c'est pas tant la défaite, mais ce combat de retour aux États-Unis qui n'a jamais eu lieu. S'est entraîné. On lui annonce à moins d'une semaine de vie que le combat est annulé. Et là, il est parti sur une dérape, retrouvé de vieux démons. Et a été capable de, surmonter cette épreuve-là. S'est raccroché, dans le fond, à ce qu'il aimait, à ce qu'il passionnait, la boxe, aux côtés de Jimmy Boisvert à Trois-Rivières.
On dit souvent, admettre qu'on a un problème, mais c'est une très, très bonne partie de la solution. Et j'ai eu la chance de lui reparler ce matin parce que les réactions étaient extrêmement positives à la suite de la publication de ce texte. Et j'ai l'impression que ça va faire boule de neige. Il veut que son histoire soit racontée. Il veut que les gens la connaissent. On a notamment dit, et des fois on ne soupçonne pas, on se dit, Jordan Balmer, c'est pas nécessairement une grande vedette sportive québécoise, mais à quel point ce genre de témoignage-là peut faire boule de neige parce que lui, Tyson Fury, quand il a vu, il s'est ouvert sur ses problèmes qu'il a eu. On se souvient, après être devenu champion linéaire, il a dit, si Tyson Fury est en mesure de s'exprimer aussi candidement sur ses problèmes, mais moi aussi, je suis capable de le faire. Donc, des fois, on ne soupçonne pas. Si ça peut inspirer ne serait-ce qu'une personne à s'ouvrir puis à se confier, ça va déjà être ça de gagner. Ça donc, va être une victoire, ouais. Un témoignage, je pense que Jordan Balmer, il fallait simplement le prendre, le temps de l'écouter. Il y a énormément de choses intéressantes à raconter. Et on s'en rend pas compte quand on est simple amateur, qu'on regarde les combats, on voit juste le boxeur dans le ring, mais parfois on oublie qu'il y a un humain derrière qui doit en passer des épreuves pour arriver là. Et si on voit un combat annulé, pour nous, on se dit c'est dommage, on ne verra pas ce combat-là. Mais pour le boxeur, c'est tout un camp d'entraînement, c'est beaucoup de dépenses, et puis aussi toute la préparation mentale, le fait de... Il faut avoir une mentalité particulière pour monter sur le ring et être prêt à se battre. Et de faire toute cette préparation-là et que ça tombe à l'eau, ça peut te casser un moral. On ne s'en rend pas forcément compte quand on est à l'extérieur, mais ce côté humain-là, il faut qu'il ressorte et il faut qu'il soit mis de l'avant pour que tout le monde puisse embarquer dans ce chemin-là et s'ouvrir et parler de ses problèmes quand ils arrivent. Adrien, tu sais à quel point j'aime patiner quand je vais sur des soirées de boxe. Et la belle visite à l'événement Die of the Tiger samedi soir. On sait, les boxeurs de l'entreprise font toujours un peu leur tour. On a vu notamment Simon King, c'est difficile de le manquer. Le colosse de 6 pieds 5 pouces était présent pour encourager ses coéquipiers Die of the Tiger Management. Et il y avait également M. Yves Ulysse-Fils, dont on a parlé la semaine dernière. On disait, on a sur les réseaux sociaux circulé beaucoup d'histoires, des gens qui n'ont pas nécessairement aimé qu'on remette en doute le fait que son association avec Rénal Boisvert pouvait être terminée. On disait qu'on racontait des bobards. Et là, j'ai parlé au principal intéressé et c'est pas nécessairement plus clair aujourd'hui, mais reste qu'on va aller chercher de l'expertise aux États-Unis. On nous dit... il y a peut-être un manquement du côté du sparring. Idéalement, on voudrait un entraîneur qui a beaucoup d'expérience dans les combats de championnat du monde, dans les fameux 11e et 12e rounds. Est-ce que Marc Ramsey est une option? Malheureusement non, parce que son agenda est trop occupé. Beaucoup trop occupé. Quand tu es entraîneur, notamment d'un champion unifié comme Arthur Beterbiev, qui en plus d'être champion est un athlète extrêmement exigeant. Disons que Ramsey en a déjà plein ses bottines, n'était pas disponible. Et l'autre entraîneur qui possède une expertise à ce chapitre, c'est Stéphane Larouche. Et malheureusement, il est persona non grata chez Eye of the Tiger. Donc, les options, c'est au sud de la frontière. On n'a pas nécessairement de nom à donner, mais on a l'impression que d'aller chercher un nouveau message, fréquenter un nouveau gymnase va peut-être une partie de la solution. Chose intéressante à noter, on a un peu tapé sur le clou des choses qu'on avait entendues, c'est que les critiques un peu du promoteur Camille et Stéphane, à savoir que la boxe a un peu changé. On peut être d'accord ou non, mais un des constats qu'on a fait, c'est il faut être un peu plus incisif dans les coups de poing. Il faut les donner un peu plus. L'exemple qu'on m'a donné, c'est que un peu la boxe Roy Jones s'est terminée. D'accord ou pas avec cette affirmation, c'est ce qu'on a dit. Donc, on veut un peu changer le rythme pour finalement avoir des chances de succès. Parce qu'il y a une chose sur laquelle tout le monde va être d'accord, c'est que Yves Ulysse possède un talent indéniable et qu'il ne manque pas grand-chose peut-être pour aller au sommet et devenir champion du monde. Je ne pense pas que ce soit une question de style, parce que son style peut fonctionner, le style de contre-attaque et de penser d'abord à la défense et ensuite à l'attaque. Mais pour moi, le gros problème, c'est le volume. C'est qu'il lance juste pas assez de coups. S'il faisait exactement la même chose, mais avec un plus gros volume de coups, il aurait pu gagner ce combat-là contre Barroso. C'est vraiment une question de dire, même si l'autre lance 10 coups, je vais remporter le combat ou je vais remporter le round en lançant un seul coup, mais le plus clair, le plus net, le plus beau du round. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut en lancer un petit peu plus. Si l'autre t'atteint 10 fois,
eh ben, il faut que tu l'atteignes au moins 7 ou 8 fois avec des meilleurs coups pour avoir l'avantage dans ce round-là. Pour moi, c'est pas une question de style, c'est vraiment une question de volume. Et ça, à mon avis, c'est aussi quelque chose de mental. Le fait d'avoir du mal à déclencher ses coups, à laisser partir ses mains, c'est, je pense, de ma position, t'as pas un blocage mental, mais une manière d'approcher le combat et de prendre le moins de risques possible, si tu veux, quand tu lances tes coups. Il faut prendre des risques en boxe, et je pense que c'est ça le souci du côté de Divulis, c'est qu'il prend pas assez de risques, il ne lance pas assez de coups. S'il peut aller dans un gymnase aux États-Unis où on va pas lui faire de cadeaux en sparring, où l'entraîneur va être peut-être un peu sévère avec lui, eh ben ça lui fera le plus grand bien à mon avis. C'est vrai qu'un changement de discours, un changement d'environnement, ça peut aussi modifier sa manière d'approcher les combats, et je pense que c'est la clé est dans cette manière d'aborder le combat. Son entraîneur, Rénal Boisvert, réagit sur sa page Facebook en commentant l'article que j'avais écrit à ce sujet, en disant, ben, un peu, il mis des précisions en disant qu'il n'était pas forcément contre l'idée, justement, d'avoir un nouveau message, d'avoir un entraîneur peut-être qui sera en mesure de lui apporter quelque chose de nouveau. Le sparring. On a répété des choses qu'on savait déjà. Et par exemple, peut-être un mot assez dur, j'ai trouvé, envers son boxeur, dire qu'il n'était pas en mesure de suivre un plan d'entraînement bien établi. Ça rejoint un peu ce que Camille et Stéphane avaient dit, mais là, ça vient directement de l'intérieur de l'entraîneur. Donc, est-ce que ces mots vont réveiller le principal intéressé? J'espère, mais en même temps, s'il change d'entraîneur, il n'aura pas le choix. Parce que s'il va voir un entraîneur aux États-Unis, il n'acceptera pas qu'il ne fasse pas ce qu'il lui demande exactement. Il n'y aura pas de passe-droit. Peut-être qu'en étant au Québec, il avait quelquefois des comportements qui pouvaient passer, qui passeront pas forcément aux États-Unis, parce que c'est pas un gars de la place. Ils ont rien à lui, ils lui doivent rien, si tu veux. Donc ça va être à lui de faire les efforts et à suivre les instructions à la lettre. Sinon, pourquoi est-ce que l'entraîneur le garderait? Chose certaine, il ne semble pas avoir de presse pour trouver ce nouvel entraîneur-là. On nous a dit qu'on avait, Yves Ulysse a dit qu'il y avait du temps devant lui, qu'il était encore en vacances, devrait reprendre l'entraînement prochainement. Il n'est pas inquiet, là, son association avec Golden Boy n'est pas en danger. C'est pas comme s'il s'était fait déclasser ou knockouter, je le cite, à son dernier combat. Donc, après, il ne faut pas non plus que ça soit... l'avenir quand même avec optimisme. Mais en même temps, il n'y a pas de raison non plus d'être fataliste et de dire que tout va se terminer là, demain matin. Oui, une défaite ne fait pas une carrière, mais il ne faut pas, par contre, qu'il attende trop longtemps et qu'il y ait une trop grande attente entre les deux combats. Quand il y a une défaite, si c'est une défaite par KO, que c'est dur physiquement, c'est un combat qui t'a vraiment démoli, là, je comprends qu'il y ait un grand... plusieurs mois qui s'écoulent entre les deux combats, mais là il s'en est quand même, il n'est pas sorti amoché de ce combat-là. Peut-être de se remettre dedans mentalement, mais j'aimerais qu'il attende pas trop longtemps avant de remonter dans le ring, parce que si en plus tu reviens d'une défaite, que tu as beaucoup d'inactivité, ça va continuer à jouer dans la tête, et c'est pas forcément une bonne chose. Je trouve que ça serait pas mal s'il remonte assez rapidement dans le ring. Sinon, des nouvelles d'Eleider Alvarez. On discutait la semaine dernière. Bon, Alvarez accepte un combat éliminatoire contre Gilberto Ramirez. Là, on se demandait, est-ce que de l'autre côté, on va accepter la proposition? Eh bien, c'est confirmé. Il a accepté d'affronter Eleider Alvarez dans un combat éliminatoire. Là, maintenant, il faut que les deux parties s'entendent. On aurait pu penser que c'est simple, étant donné qu'on est représenté par, ultimement, Top Rank des deux côtés, mais c'est pas le cas. Du côté d'Alvarez, on est vraiment très bien rangé aux côtés de Bob Arum, il n'y a pas de problème. Là, du côté de Ramirez, on sent en litige, on n'est pas content nécessairement du traitement à la suite du combat entre Kovalev et Canelo Alvarez. Donc, on a jusqu'au 6 février pour s'entendre, sans quoi il va y avoir appel d'offres. L'appel d'offres, c'est pas la meilleure des situations parce que le combat aurait lieu plus tôt que tard. Et ça dépend qui remporte. Et là, le promoteur qui remporte la mise, mais c'est un peu lui qui a le contrôle total sur le lieu du combat. Mais on a bon espoir, si on parvenait à avoir une entente à l'amiable avant l'appel d'offres, on dit qu'on a une date réservée au mois de juin au stade IGA qui ferait l'affaire, parce que
on a une date réservée pour le lieu, mais aussi une date de télévision avec ESPN. Ça ferait le bonheur de tout le monde. Sinon, on a évoqué aussi peut-être Québec. Mais bon, on ne peut que spéculer à ce moment-ci. Il faut attendre. Faut que la signature soit apposée en bas du contrat. Ouais. Et voilà. Mais ça serait un excellent combat. Et c'est du côté de Ramirez qui monte des 168. Alors, il était gros chez les super moyens. C'est pour ça qu'il est monté. Mais c'est pas un naturel à 175 comme peut l'être Alvarez. Donc, c'est quelque chose qui va avantager Alvarez. Et il va avoir l'avantage physique, à mon avis, au niveau de la force et au niveau pour encaisser les coups aussi. Alors Ramirez, peut-être stylistiquement, c'est un peu plus compliqué qu'un gars comme Joe Smith, par exemple, parce que Joe Smith est un peu plus prévisible dans ce qu'il va faire. Mais ça risque de donner tout un combat parce que Ramirez lance beaucoup de coups. C'est très varié comme attaque. C'est un gars qui est gaucher, donc qui pourrait poser des problèmes avec l'autre épaule en avant, l'épaule gauche. C'est plus difficile d'atteindre la cible avec ton jab face à un boxeur qui a une garde opposée à la tienne. Donc pour un gaucher, pour Eleider Alvarez, le jab, c'est une de ses armes principales. Peut-être que ça pourrait le déranger. Mais écoute, je pense que c'est un très bel affrontement pour Alvarez. Ramirez est un nom reconnu au sud de la frontière. Donc tous les voyants sont ouverts pour Alvarez. J'espère pour lui que ce combat-là va se matérialiser. Et d'ici là, Groupe Yvon Michel, on a officiellement mis en vente les billets pour la série de galas qui sont présentés au Casino de Montréal. Le premier événement, 21 mars, là, si ma mémoire ne me joue pas de tour. Et on n'a pas encore officiellement annoncé le gala du 28 mars qui mettrait en vedette Arthur Beterbiev contre son aspirant obligatoire à Québec. Mais on sent que c'est pas mal ficelé, mais il reste des détails là, pour annoncer. On veut pas. On s'est déjà fait jouer un tour. On avait lancé un combat qui avait été déplacé à Toronto. Là, on ne veut plus revivre ce genre de cauchemar. Donc, on attend vraiment que tout soit signé pour l'annoncer officiellement. J'avais oublié de mettre une mise en bouche la semaine dernière au sujet de Custio Clayton. J'avais comme pas réalisé que le gala était présenté un mardi soir. C'est Lou DiBella qui a amené sa soirée Broadway Boxing à Toronto. Avec le permis de promoteur de Lee Baxter. Donc, c'était le retour dans l'arène de Custio Clayton qui s'effectuait contre un boxeur du nom de Diego Ramirez. Et en toute logique, Clayton l'a emporté par knockout au 8e round. On a surtout travaillé le corps de son adversaire pendant tout le combat et c'est avec ce qui semblait un peu un jab qu'il l'a achevé. Une victoire en toute logique là, pour l'ancien Olympien qui défendait sa ceinture de la NABA. Il est classé dans 3 associations, je pense 13e à la WBA, 5e à l'IBF et 6e à la WBO. A déjà été classé premier à la WBO, mais bon, avait refusé un lucratif contrat avec ESPN dans le but d'affronter éventuellement Terence Crawford. On en a amplement parlé sur notre plateau, mais bon, poursuit son petit bonhomme de chemin. Je ne sais pas ce que l'avenir lui réserve, mais... c'est un peu flou dans son cas, mais là, comme c'était un combat pour la ceinture nord-américaine, c'est pas lui qui choisit l'adversaire, c'est son aspirant obligatoire. Et il a déjà affronté des boxeurs de meilleure qualité que Ramirez, mais il a quand même fait le boulot. Et comme tu l'as dit, c'était vraiment un travail de sape au corps. Et quand si tu regardes que le KO, tu te dis... comment ça il est tombé sur un jab, mais c'est vraiment l'accumulation qui a fait en sorte que le jab c'est la goutte qui a fait déborder le vase et il pouvait vraiment plus Ramirez. Donc performance, victoire logique de la part de Custio Clayton et une performance sans être étincelante qui est une bonne performance quand même. Donc dans son cas c'est vraiment le gros souci, c'est d'avoir des adversaires en face de lui qui sont d'un bon niveau et qui vont lui permettre de monter les marches une à une vers un championnat du monde. On lui souhaite que ça arrive, mais pour l'instant, il a pris pas mal de chemin de détour. On espère qu'il va arriver sur la bonne voie en bout de ligne. Mais il faudra avoir des adversaires de meilleure qualité que Ramirez s'il veut se faire un nom au sud de la frontière et être un adversaire crédible pour un des champions. Et retour victorieux pour Steve Rose, qui s'était un peu révélé à la face du monde en s'inclinant devant Golovkin. C'était son combat de recours pour l'ancien champion unifié après sa défaite contre Canelo Alvarez. Ça avait été un combat très, très expéditif. Il a fait la même chose avec son adversaire Dos Santos. KO 4e round. Et quand tu as affronté Golovkin, ton adversaire suivant, il a l'air nettement moins bon. Ça fait beaucoup moins mal. Je pense qu'il a 42 ans, Dos Santos. Donc, c'était vraiment un combat de retour. Là. C'était pas pour, pour lui mettre un autre adversaire difficile dans les pattes, c'est pour le remettre sur le bon chemin.
Sinon, samedi, en même temps que le gala de Die of the Tiger, on surveillait Danny Garcia, Ouais. qui disputait un combat éliminatoire des poids mi-moyens du WBC, un combat qui a eu du mordant. Une victoire par décision unanime de Danny Garcia contre Ivan Redkach. De toute beauté, ce qui s'est produit au 8e round. Et surtout, l'arbitre Benji Estevez qui n'a pas vraiment réagi. Garcia lui a fait signe, hey, il vient de me mordre. L'arbitre lui a dit, ouais, moi, c'est pas grave, continue à te battre. J'ai rarement vu ça. Les dernières fois que j'ai vu une morsure, je m'en souviens c'était David Price en Angleterre qui s'était fait mordre alors qu'il était au sol et l'arbitre avait arrêté tout de suite le combat. Bon, tout le monde se souvient de Mike Tyson, bien évidemment. C'est un peu incompréhensible, Redkach, ce qu'il a fait. Et il paraît que juste après l'avoir mordu, il a crié Mike Tyson dans le ring. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Il a l'air un peu bizarre, Redkach. Quand tu entends les interviews, tu le vois arriver avec ses cheveux jaunes fluo. Ça a l'air d'être tout un personnage, mais je ne sais vraiment pas ce qui lui est passé par la tête. C'est question de frustration parce que il n'y a rien qui marchait pour lui. Mais Benji Estevez, un arbitre avec autant d'expérience, aurait dû réagir au moins d'enlever un point. Si tu veux pas le disqualifier, au moins tu lui enlèves un point, mais il faut que tu fasses quelque chose. Tu peux pas laisser un boxeur mordre son adversaire sans conséquence. Mais bon, pour revenir au combat lui-même, ça a été un combat à sens unique. Mais j'ai pas trouvé que, même si Garcia a bien fait dans ce combat-là, il a fait ce qu'il fallait pour gagner. Il n'a pas non plus brillé. Je pense pas que ça soit le genre de performance qui te mérite un combat contre une vedette comme Pacquiao ou comme Errol Spence, qui sont les deux noms qu'il a call out entre guillemets après le combat. Mais il va l'avoir quand même. Et j'ai l'impression que cette performance, peut-être pas en demi-teinte, mais sans lustre, si tu veux, c'est dû aussi à cette longue inactivité qui est une plaie pour Garcia et qui est une plaie pour tous les boxeurs de PBC qui se battent une fois par année. C'est vraiment pas assez. Il faut au minimum 2 combats par année, à mon avis, pour rester dans le rythme. On dirait qu'à chaque fois, il faut qu'il secoue la rouille dès qu'un boxeur de PBC monte dans le ring. Ça n'a pas été une performance comme on a déjà vu de la part de Garcia, même s'il a bien fait. Il est toujours aussi efficace en contre-attaque, surtout avec ce crochet gauche. Redkach n'avait pas les qualités pour l'atteindre. Il était un peu trop large, un peu trop brouillon dans ses attaques et il s'est fait contrer souvent. Il commençait, au fur et à mesure que le combat avançait, il était de plus en plus amoché. Et je pense que c'est cette frustration qui a fait en sorte qu'il a fini par le mordre. Mais en tout et pour tout, une victoire logique de Garcia, mais pas la plus belle performance de sa carrière et pas rien qui m'indique qu'il pourrait battre un Pacquiao ou un Spence. Ouais. On surveillait également le retour de Jared Hurd. C'était son premier combat depuis sa défaite contre J-Rock Williams. Il avait perdu ses titres chez les super mi-moyens. Ça a été une victoire quand même assez large par décision unanime des juges. Les spectateurs présents ont manifesté leur mécontentement par moment le huant, mais lui, ça ne dérange pas. Il a dit, mon entraîneur, là, il est tellement content de la performance que j'ai offert. J'ai écouté là, de A à Z tout ce que les instructions, donc c'est une réussite total, au diable le spectacle. Oui, le spectacle, il en a donné du spectacle dans ses combats précédents, en faisant des guerres à chaque fois. Et tu peux pas faire une carrière en faisant des guerres à chaque fois que tu montes dans le ring. À un moment donné, il faut que tu te préserves aussi. C'est ce qu'il a voulu faire dans ce combat-là. C'est pas une mauvaise idée, mais en même temps, c'est pas non plus ses grandes qualités. Pour moi, la réussite de Jarrett Hurd, c'est dû à sa carrure. On a pu voir encore une fois la différence physique entre lui et Santana qui montait des 147, donc des mi-moyens. Hurd est un gros super mi-moyen et là il affrontait un mi-moyen. On a vu la différence de carrure. Il avait une tête de plus, beaucoup plus large. Et c'est là-dessus c'est ça qui a fait le succès de sa carrière. C'est que physiquement, il est capable d'épuiser ses adversaires. Il leur met une pression constante, il se colle, il accroche, il pèse sur l'adversaire et c'est ça qui fait son succès. Là, il n'a pas fait ça contre Santana. Le Mexicain l'a fait d'ailleurs reculer plusieurs fois. Il a des fois boxé en allant vers l'arrière, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Mais avec cet avantage de carrure, il y a aussi un avantage de portée et il peut se permettre de boxer de loin. Et notamment, il a beaucoup utilisé ses uppercuts, mais en les envoyant de l'extérieur. Normalement, un uppercut, tu l'envoies quand tu es au corps à corps, quand tu es vraiment proche de l'adversaire. Et lui peut se permettre, avec sa carrure, de l'envoyer d'un peu plus loin. Donc, il arrivait à envoyer ses uppercuts de l'extérieur.
et quand même atteindre la cible, ça a été le coup, à mon avis, le plus efficace de sa part. Donc c'était un changement de style dans la boxe de Hurd. Il a bien fait, mais contre un adversaire qui était pas à son niveau et qui n'était pas non plus un vrai 154 livres. Est-ce qu'il pourra faire la même chose, par exemple, s'il affronte un Erislandy Lara ou un boxeur de cette qualité-là, un Brian Castagno? Je ne suis pas certain, parce que c'est pas son identité de boxeur, d'être un boxeur qui est à distance. Sa vraie personnalité de boxeur, c'est de mettre de la pression et d'être très physique. Mais ça vient avec un coup qui est que tu prends énormément de dommages, tu encaisses beaucoup. Et s'il veut prolonger sa carrière, eh ben, il faut qu'il modifie un petit peu son style. Alors il devra peut-être faire un mélange des deux, de mettre parfois la pression, mais pas aussi intense que d'habitude. Parfois être un peu plus en retrait. Mais je pense pas qu'il pourra redevenir champion en étant un boxeur à l'extérieur. Il faudra qu'à un moment donné, il mette le bleu de travail et il aille au contact au corps à corps. D'ailleurs, au sujet de Castano, on s'est entendu avec Teixeira qui est champion à la WBO, donc un combat qu'on va suivre avec énormément d'intérêt. Il n'y a pas encore de détails nécessairement sur la date et le lieu, mais je pense que ça va être vraiment un affrontement à ne pas manquer. Un beau duel Argentine-Brésil, ça nous fait des beaux duels en soccer et ça devrait faire un beau duel en boxe. Adrien, une fin de semaine extrêmement chargée dans le monde de la boxe. Bon, oui, il y a le Super Bowl dimanche et naturellement, là, on veut se greffer à cet événement phare pour présenter... Sans être en concurrence. Et voilà, DAZN, jeudi 19h, on présente un gala qui met en vedette Demetrius Andrade contre Luke Keeler. Toute je pourrais dire, le graphisme associé à cet événement rappelle la fameuse série des années 1980, Miami Vice. Donc, on joue sur ce thème. Pour Andrade, c'est la 3e défense de son titre des poids moyens de la WBO. Lui, Boubou, il a aussi été champion chez les super mi-moyens dans le passé. On s'en souvient très bien. Et un peu à l'image de Terence Crawford, il est un peu seul dans son coin. Et là, on attend qu'il soit impliqué dans un combat significatif parce que ces 3 combats de championnat à 160 livres, Kotodon Dokwa, Akama, Visuleki, rien pour soulever les passions. Et au sujet de Keeler, sur papier, rien non plus pour lui poser d'énormes problèmes. Il est 3e aspirant au titre d'Andrade. C'est la première fois qu'il va se battre hors de l'Europe depuis le début de sa carrière. Une fiche de 17-2-1. Et les 2 défaites qu'il a subies, c'est contre un certain Tom Doran, un boxeur qui, lui, est inactif depuis sa défaite assez expéditive contre Chris Eubank en juin 2016. Et sa victoire la plus significative en carrière pour Keeler, c'est peut-être sa dernière contre Luis Arias, qu'on a déjà vu contre Daniel Jacobs, si je me souviens bien. Et c'est la première fois dans sa carrière qu'il va se battre dans un combat prévu pour 12 rounds. Et c'est pas pour rien, les preneurs au livre ont parlé, il est négligé à 15 contre 1. 15 contre 1? Moi, j'ai vu certains sites 70 contre 1. Ouh là là, OK, moi quand je dis c'est la moyenne. Ouais. Mais OK, ça monte jusqu'à 70. Ça varie, d'un site à l'autre, d'un preneur au livre à l'autre. Mais bon, le pire que j'ai vu, c'est 70 contre 1, mais ça vous indique un petit peu ça résume un peu toute l'analyse qu'on peut faire de ce combat-là. Quand tu as 2 défaites au niveau local, au niveau national, et que tu vas affronter un boxeur que tout le monde évite, que les Canelo, les Golovkin ne veulent pas affronter, c'est mauvais signe. C'est dommage quand on voit la carrière de Demetrius Andrade. C'est un gars avec énormément de talent, mais qui n'a pas les opportunités. Il a des adversaires qui ne sont pas de son niveau et il n'est pas capable. Il ne peut pas attirer des gros noms, des Canelo, des Golovkin, des Jacobs, parce qu'il est un trop gros danger par rapport à ce qu'il va apporter. Quand tu vas battre Andrade, les gens vont dire d'accord, mais c'est bon, c'était un bon boxeur, tu l'as battu, mais il y a des bonnes chances que tu perdes contre lui. Et là, ils vont dire, oh là là, comment ça, Canelo, il a perdu contre Andrade. Andrade, il a battu personne dans sa carrière. C'est un trop gros risque par rapport à ce qu'il peut t'apporter, et c'est pour ça qu'il décroche pas les combats qu'il mériterait. Mais en même temps, c'est un petit peu sa faute aussi, parce que son style, même s'il est excellent, parce qu'il a une très très belle technique, une défense incroyable. C'est un gars qui se déplace très bien, qui a des belles esquives, qui a des mains rapides, il a tout. Il a tout ce qu'il faut, mais ses combats ne sont pas forcément excitants. C'est pas quand on voit une affiche,
On voit un combat de Golovkin, ok, on veut aller le voir parce qu'on sait qu'il va y avoir de l'action. Quand on voit un combat d'Android, ça déchaîne pas les passions. Même si c'est un boxeur qui a des qualités indéniables, qui a un talent incroyable, c'est pas un boxeur qui est très populaire à cause de son style, qui est basé principalement sur la défense, sur les déplacements. Il ressemble beaucoup à ce qu'on peut voir de Billy Joe Saunders, par exemple. Un petit peu le même genre de boxeur gaucher qui se déplace beaucoup. La différence, c'est que Canelo aimerait l'affronter parce qu'on se doute que son hygiène de vie n'est pas nécessairement tout le temps bonne. Ouais. Donc, on se dit qu'il y a peut-être une faille à exploiter chez ce boxeur. Alors qu'Android, c'est difficile de voir un point faible dans sa boxe. C'est vraiment un cauchemar pour n'importe qui, Android, et c'est pour ça qu'il est aussi souvent évité et qu'il se retrouve avec des adversaires comme notre ami Luke Killer, qui portera, à mon avis, pas très bien son nom dans le ring. En demi-finale, je crois que c'est le combat que tu vas surveiller le plus de cet événement. C'est Tevin Farmer qui, lui, effectue la 5e défense de son titre des Super Plumes de l'IBF. Il affronte un certain Joseph Jojo Diaz. Et les deux boxeurs entretiennent depuis un certain temps une rivalité sur les médias sociaux. Se sont échangés quelques mots doux. Et Diaz est également largement négligé des preneurs au livre. Et fait intéressant à noter, les deux boxeurs sont gauchers. Ils ont eux-mêmes affronté des gauchers à leurs 2 derniers combats. Ouais. Donc, personne qui va être pris au dépourvu quand la cloche va sonner. C'est rare de voir autant de gauchers tous ensemble, mais déjà... J'ai vérifié plusieurs fois si j'avais pas fait une erreur, mais c'est Non, c'est bien ça. Et c'est une excellente finale. Sur papier, c'est un combat très équilibré. Je ne comprends pas pourquoi Jojo Diaz est aussi négligé de la part des preneurs au livre. Je dois avouer que moi aussi, c'est à peu près, je pense que c'était 19 contre 10. Ouais. Ce qui est quand même... Donc, si on arrondit, 9,5 contre 1, mais j'ai été surpris aussi. Ouais, parce que Diaz a quand même beaucoup de qualité. C'est un espoir qui a eu un petit setback quand il a eu cette défaite, sa seule en carrière. Mais ça reste un boxeur de qualité. Et c'est 2 styles très différents. C'est ça qui va rendre les choses intéressantes. C'est que Diaz est un bon technicien, mais plus un gars qui va mettre de la pression et qui a l'avantage au niveau de la puissance, notamment sa main gauche, sa main arrière. Où même s'il n'a pas énormément de KO en carrière, il frappe quand même avec autorité la gauche. Et en face, Tevin Farmer, c'est un gars qui est beaucoup plus défensif, qui a une défense vraiment A+. Une des meilleures défenses au monde, qui a la garde Phil Shell, qui esquive très bien, qui a un très très bon coup d'œil. Pour voir arriver les coups et les esquiver rapidement et remiser ensuite. Il contre très bien aussi. Ce que j'aime bien dans son cas, pour un boxeur qui travaille généralement en contre-attaque, il travaille très bien au corps. Ce qui est toujours une très bonne idée face à des boxeurs qui mettent la pression sur lui. Son uppercut au corps est très très bon. Et il n'abandonne pas au fur et à mesure le corps, il reste tout le temps, il continue ronde après ronde à travailler au corps. Et ça, à mon avis, ça lui donne un gros avantage face à des boxeurs comme Diaz ou d'autres qui vont lui mettre de la pression. C'est une belle confrontation de style. Je pense quand même que Farmer va l'emporter parce que sa défense est très très dure à pénétrer. Mais ça va être un bon combat parce que Diaz va jamais lâcher l'affaire. C'est un gars qui a un mental d'acier, qui va pas lâcher. Et Farmer, quand on dit de ne pas lâcher, Farmer non plus, il n'a pas lâché parce qu'il a connu un début de carrière très très compliqué. Je crois qu'il y a 4 défaites, c'est ça? Ouais, 4 défaites dans ses 10 premiers combats, quelque chose comme ça. Il était vraiment mal parti. Quand on voit une fiche comme ça, on dit ok, le gars il va aller nulle part, et finalement il a rebondi et il devient champion du monde. C'est vraiment une belle histoire dans son cas de détermination et de ne jamais lâcher. Et ça, à mon avis, c'est le meilleur combat de la soirée. En tout cas, sur papier, ça l'est parce que c'est un duel qui, pour moi, est très équilibré. Justement, Adrien, est-ce que Daniel Roman aurait été champion unifié des poids coqs que le temps des roses? Parce que là, il a battu TJ Doheny par décision majoritaire et on le récompense, entre guillemets, par un combat contre Morozjan Akhmadaliev, un Ouzbek qui a seulement 7 combats professionnels au compteur, mais médaillé olympique de bronze aux Jeux de Rio, médaillé d'argent au championnat du monde de 2015, battu en finale par un certain Michael Conlan, donc pas le dernier venu. Je me souvenais pas, mais là, j'ai fouillé dans ma mémoire et je l'avais vu en chair et en os en sous-carte de Pascal Bivol à Atlantic City en novembre 2018.
Et je me suis rappelé, j'étais allé revoir la vidéo et des coups incisifs. Ouais. Donc, c'est toute une commande qui attend Roman, qui est d'ailleurs négligé des preneurs au livre. Ouais, ce qui est surprenant, ouais. T'es champion unifié et t'es négligé contre un gars qui a 7 combats pro. Ça montre toutes les qualités que ce jeune-là a, mais c'est peut-être tôt dans sa carrière. On disait il n'y a pas longtemps que les boxeurs des ex-républiques soviétiques prennent l'autoroute chez les professionnels. Là, c'est encore le cas pour Akhmadaliev. Est-ce qu'il a assez d'expérience pour battre un boxeur de la qualité de Roman, qui pour moi est le meilleur boxeur de la catégorie? Roman a une boxe très très fluide. Il lance des combinaisons avec beaucoup de coups variés. Il a vraiment un arsenal très complet, Roman. J'aime beaucoup sa boxe. Il manque un peu de puissance. Quand il enregistre des KO, c'est souvent par accumulation et pas sur un seul coup. Akhmadaliev, lui, il a un peu plus de puissance, mais parfois je le vois lancer des coups. Il lance des combinaisons, mais des fois sans trop penser à sa défense, les mains un peu basses. Je pense pas qu'il va faire ça dans ce combat-là. Quand il faisait ça, c'est parce qu'il respectait pas l'adversaire. Là, il va respecter Roman, mais il a tendance parfois quand il lance notamment son uppercut de la main avant, à avoir le menton très haut dans les airs. Et Roman, c'est le genre de boxeur qui va tout de suite voir ces défauts-là et les exploiter. J'ai un petit peu de mal avec ce combat-là. Je trouve que c'est un petit peu trop tôt pour l'Ouzbek. Mais écoute, il a toutes les qualités pour devenir champion chez les professionnels. Mais j'ai l'impression qu'il aurait fallu lui mettre des adversaires de niveau intermédiaire entre-temps, parce que la liste de ses adversaires, c'est des faire-valoir. Et là, il tombe direct contre un champion avec beaucoup d'expérience. Je trouve que c'est très rapide. Entre les deux, il aurait fallu une ou deux marches intermédiaires. Mais ça va être un très bon combat. Akhmadaliev, gaucher, contre Roman, droitier. Deux boxeurs qui lancent beaucoup de combinaisons. Il risque d'y avoir de l'action dans ce combat-là. Mais moi, j'irai avec Roman, parce que je trouve que sa boxe est très belle, qu'il a vraiment très peu de défauts. Son défaut, ça serait peut-être son manque de puissance, mais au niveau technique, ça va être compliqué à battre. Il est très compact dans sa boxe. Il faut trouver des ouvertures et il n'en laisse pas beaucoup. Et les boxeurs qui vont trouver des ouvertures dans sa garde, c'est des gars qui en ont vu beaucoup, qui ont beaucoup d'expérience, et j'ai l'impression qu'il manque un petit peu cet aspect-là chez Akhmadaliev. Et sinon, on n'a pas manqué Jake Paul, qui affronte Eli Henson-Gibb. Visiblement, on ne se lasse pas des YouTubers. Ah, d'accord, parce que là, tu m'as dit deux noms, j'étais perdu. Je regardais ma feuille, mais j'ai pas noté ça. Au cours des dernières semaines, a fait un palmarès des 10 combats les plus regardés sur sa plateforme. Mais bon, il y avait naturellement Anthony Joshua, Andy Ruiz, mais c'était quoi? C'était Logan Paul, qui est le frère de Jake Paul, contre KSI, ce qui a été dans le top 10. C'est triste. Donc, il y a un filon à exploiter. Mais bon, peut-être qu'un jour, on va se lasser, mais pour le moment... c'est des happenings comme ça qui arrivent. Puis, mais en même temps, c'est de circonstances avec l'événement du Super Bowl. Oui, c'est ça. C'est vraiment un spectacle, mais c'est triste que ça soit autant regardé, même plus regardé que des combats avec des boxeurs qui ont passé toute leur vie à faire ça. Ça se poursuit jeudi soir 22h sur UFC Fight Pass. Ernesto Delgado qui affronte Jade Bornea. C'est un premier combat depuis le mois d'août 2018 pour Delgado, pour la simple et bonne raison que personne, je dis bien personne, ne veut affronter le boxeur gaucher de Dallas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on voit des boxeurs qui n'ont pas les opportunités de faire valoir leur talent, c'est un bel exemple. C'est un combat pour le titre NABF des poids super mouches. D'ailleurs, Delgadillo est obligé de monter de catégorie pour se trouver un combat. Et Bornea, c'est un boxeur qui, si on regarde sa fiche dans les rangs amateurs, a connu quand même un certain succès sur la scène asiatique. Donc, on sait que c'est dans ces catégories de poids-là. Le calibre est très relevé dans cette région du monde, donc à surveiller. Il a dû s'exporter pour pouvoir avoir des combats de qualité. C'est quand même dommage. Vendredi soir, 22h, sur les ondes de TSN 4, Ruben Villa qui affronte Alexei Collado. Ruben Villa, c'est un boxeur qui a connu beaucoup de succès dans les rangs amateurs sur la scène, disons, nationale américaine. Il était d'ailleurs substitut pour les Jeux olympiques de Rio. 17 victoires en 17 combats pour lui. Il affronte un cogneur. 23 victoires par knockout en 26 victoires. C'est un combat pour le titre international des poids plumes de la WBO.
Donc, on va pouvoir, prendre une place de choix au classement à la WBO. Collado, lui, il a subi une de ses 2 défaites contre un certain Rod Salka en avril 2014, qui n'a pas affronté Danny Garcia à une certaine époque dans le passé. Donc, aussi à l'œuvre, médaillé de bronze en 2012, Taras Chelestiuk, qui affronte Luis Alberto Veron. Et là, j'aime ça faire des liens. Lui a déjà fait match nul contre Maximiliano Ricardo Veron, celui qu'on devait voir samedi au casino pour affronter Batir Yukembayev. Samedi, 15h sur ESPN+, Sean McComb qui affronte Mauro Maximiliano Godoy. C'est un 10e combat pour McComb qu'on surnomme Sugar. Faut pas être effronté, là. Non. Sugar Ray Robinson, Sugar Ray Leonard et Sugar McComb. Peut-être pas dans la même classe. Son adversaire a déjà fait match nul contre Samuel Vargas, le Canadien d'origine colombienne qu'on connaît bien. Mais pour McComb, on dit que c'est une étape importante dans sa carrière parce que c'est un boxeur qui est originaire de Belfast, en Irlande du Nord. Et notre ami Carl Frampton a dit que de faire une finale à l'Oustel Hall de Belfast pour un boxeur de Belfast, c'était quelque chose de très important. C'est mieux que le MSG. C'est mieux que le Staples Center, que Las Vegas. Ça se poursuit samedi 20h sur les ondes de Fox Sports 1. Il y a Denis Ugas qui affronte Mike Dallas fils. Les 2 boxeurs, dans le fond, c'est des anciennes gloires des rangs amateurs dont on attendait énormément de choses quand ils sont passés professionnels, mais ça ne s'est pas nécessairement produit comme on s'attendait. Ugas, lui, c'est en quête d'une 2e victoire de suite. Premier aspirant à la WBA, il devrait affronter un certain Alexander Bespoutine, qui est champion régulier. Mais qui a été pris la seringue dans le bras. Un appel d'offres prévu le 3 janvier. Mais là, officiellement, le dopage ne semble pas nécessalement avoir un impact. C'est qu'il était blessé. Donc, on a permis à Ugas d'avoir un combat pour un titre intérimaire. Là, au moins, ça respecte un vrai sens intérimaire. Donc, un vrai combat intérimaire. Est-ce qu'il faut accorder des chances à Mike Dallas? Parce que là, j'ai l'impression j'ai comme un peu perdu sa trace depuis sa fameuse défaite contre Matissé. C'était quoi, au premier round? Au premier round. C'était terrible. Il était allongé. Il est resté allongé très longtemps. C'était un KO très, très percutant. Et quand j'ai revu son nom à l'affiche de ce combat-là, je me suis dit, tiens, Mike Dallas, c'est vrai, je m'en souviens de lui. C'était un ancien espoir. Et je suis allé vérifier un petit peu où était partie sa carrière depuis ce temps-là. Et c'est pas très jojo parce que depuis cette défaite, il a pris un congé. Après cette défaite, il a pris un congé de 28 mois avant de remonter dans le ring. Il a fait 2 combats contre des faire-valoir. Je vais vous donner leur fiche. 3 victoires, 25 défaites. 5 victoires, 15 défaites. Et après, 3e combat depuis son retour, il a fait un match nul un combat nul contre un boxeur invaincu qui s'appelle Dusty Harrison, avec une fiche montée de toutes pièces. C'était un gars qui, à son 34e combat, faisait des combats de 8 rounds contre des boxeurs qui avaient des fiches de 50%, autant de défaites que de victoires. C'était pas... on parlait tout à l'heure de la fiche de Kalunga qui était 7-2, je pense, qui avait déjà 2 défaites, mais qui est probablement meilleur que ce gars-là qui est invaincu en 34 combats. Donc, Mike Dallas a même pas réussi à le battre. Il a fait un combat nul. Après ça, il a pris une autre pause de 24 mois. Et retour en 2018, 2 combats contre d'autres faire-valoir, des fiches de 3-21, 8-14. Il a de la chance que Yordenis Ugas ne soit pas un cogneur parce que c'est un gars qui a eu 2 grosses périodes d'inactivité, qui n'a pas rencontré des boxeurs de qualité depuis. Le dernier boxeur de haut niveau qu'il a affronté, c'était en 2013 et il s'est fait passer le knockout au premier round. Ça risque d'être très très compliqué pour lui face à Yordenis Ugas qui lui par contre a affronté des bons boxeurs. On se souvient défaite par décision partagée contre Sean Porter. Il n'y a pas à rougir de ce combat-là. C'est un boxeur qui est beaucoup plus dans son élément en ce moment, qui a beaucoup plus répondu aux attentes que Mike Dallas. Et tu vas surveiller également du côté de la Pologne, là, un combat qui pourrait être avec notre ami Ilunga Makabu, que le Congolais que vous avez pu voir en demi-finale de Kovalev-Yarde. C'est un boxeur, Makabu, qui est toujours dans des combats intéressants, un cogneur, qui s'est fini soit c'est lui qui knock le gars, soit c'est lui qui se fait knocker. Donc contre Michal Cieslak, le Polonais, qui a un petit peu moins de KO, mais qui a quand même une bonne claque, ça risque d'être un combat intéressant parce que c'est toujours le cas avec Makabu.
Donc, c'est ce qui fait le tour complet de l'actualité pour cette semaine. Comme à l'habitude, je vous invite à visiter rds.ca/balado diffusion, l'application RDS ou encore l'application iHeartRadio pour découvrir tout le contenu qui vous est proposé par RDS. Au nom d'Adrien Meur et du Prince Harry, de la mise en onde d'Olivier Côté, ici Francis Paquin qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous dit à la prochaine. Ciao!